Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'Open d'Australie 2021. Bon, une vidéo qui fera certainement pas beaucoup de vues, hein, mais je m'en fous, faut que cette vidéo existe sur internet, parce que clairement ce tournoi, personne n'en a parlé. En tout cas dans les médias, personne n'en a parlé. C'est pas un tournoi qui a été très médiatisé, bon c'est vrai que c'est à l'autre bout du monde, ça a des horaires pas faciles pour le regarder, etc. Je comprends, il y a plein de choses qui font que c'est pas évident. Mais ceci étant dit, c'est un tournoi qui n'a absolument pas défranché les foules en France. Très peu de gens en ont parlé, même si ça a fini ce matin, puisque ce matin a eu lieu la finale, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui, en tendance sur Twitter. Mais voilà, ça n'a pas été l'événement comme ça aurait pu être. En tout cas, je pense que c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et alors, on va revenir ici dans cette vidéo sur les grands moments de l'Open d'Australie. Voilà, je vais vous donner mon ressenti sur ce tournoi qui, bon, a une organisation folklorique, pour rester poli. Beaucoup de joueurs s'en sont plaints, beaucoup de joueurs se sont plaints des conditions, beaucoup de joueurs se sont plaints, forcément, hein, Covid, tout ce qu'on connaît. Même si en Australie c'est cas particulier, parce qu'ils sont une île, ils arrivent mieux à gérer le Covid, donc il y a des trucs ouverts, mais il y a quand même des choses fermées. Enfin bref, c'est un bordel sans nom. Par exemple, il y a eu un moment dans lequel un match s'est arrêté en plein milieu pour laisser partir les gens parce qu'il y avait le couvre-feu, donc il fallait que les gens rentrent chez eux. Donc ils ont dû hacher un match, ce qui est un non-sens total dans le respect de ce qui se passe sur le terrain. Mais bon, c'est comme ça. Et surtout, on fait partir les spectateurs qui ont payé leur place, qui quand même, je pense, pas donné, en leur disant, bah non, vous devez partir, vous ne verrez pas la fin, je suis désolé, mais rentrez chez vous, voilà, vous gênez, rentrez chez vous. Ça doit être particulièrement rude. Bref. Donc ce qui fait qu'il y a eu des passages où il y a eu des gens qui ont eu du public, d'autres qui n'ont pas eu de public. Donc forcément c'est un peu compliqué. Et donc j'ai envie de parler de ça parce que on va revenir au tout début du tournoi. On va pas parler de tout, hein, vous inquiétez pas, parce que de toute façon on n'a pas le temps, sinon la vidéo durerait 1 heure. Mais on va parler de l'événement. C'est donc le fait qu'il y ait des joueurs qui se soient plaints. Et il y en a un en particulier qui a littéralement craqué. Alors je ne vais pas parler de Benoît Paire, hein, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste que Benoît Paire, c'est habituel. Voilà. Il a pété un câble, il pète un câble, bah très bien. Voilà, laissez-le faire parce que voilà, moi c'est pas mon joueur préféré, voilà, je le trouve très sympathique, mais c'est pas mon joueur préféré, je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fans, mais moi, personnellement, il m'a jamais fait vibrer Benoît Paire, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça. Et alors, celui par contre, qui lui, il se plaint, c'est assez rare, c'est assez rare justement, et bah donc quand il se plaint, t'as un peu plus tendance à te dire, il faut peut-être y jeter un petit coup d'œil, c'est Gaël Monfils. Gaël Monfils, donc il a craqué en conférence de presse, parce qu'il s'est fait sortir des premiers tours. Je vais essayer de faire une analyse de comptoir. Je pense que, oui, il a perdu dès le premier tour, il était déçu, parce qu'il a beaucoup travaillé. Ça me rappelle Novak, à l'époque, quand il s'était blessé, et qui pensait être revenu, et puis d'un coup il se fait sortir en 8ème ou en quart, je sais plus, d'un tournoi, et il dit bah, je pensais être revenu, puis je suis pas revenu, et c'était un peu le côté, tu sais, stupéfaction de se dire putain j'ai tout fait, je me suis préparé, je me sens bien à l'entraînement, je me sens bien, j'ai aucun défaut, et boum, je me fais sortir, je comprends pas. Dans une période où il était clairement en crise de confiance, Novak. Depuis il s'est bien rattrapé, vous inquiétez pas. Gaël, lui, c'est plus profond que ça, parce que je pense que Gaël, bon déjà on le connaît, c'est un côté showman, donc il aime le public, etc. Mais j'ai pas, parce que je trouve que c'est une excuse qu'on sort souvent pour Gaël. Voilà, le côté, bah, vu qu'il n'y a pas de public, ou en tout cas si le public est pas comme ça, etc., bah donc il va pas faire les mêmes prestations. Bon, ok, très bien, mais je trouve qu'avec ça, vous allez pas aller loin comme analyse. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on entend à la télévision, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut plutôt se poser comme question, c'est les conditions du tournoi. Et c'est vrai que si vous vous confinez pendant 2 semaines avant de rentrer dans le tournoi, donc vous bossez là-bas sur place, vous pouvez rien faire d'autre, vous êtes confiné, vous bossez, vous arrivez sur le tournoi, vous préparez, vous êtes sorti dès le premier tour. La déception, elle est multipliée par 2 ou par 3. Forcément. Parce que, comment dire, c'est plus impressionnant de se faire sortir comme ça en se disant j'ai donné une partie là de mon temps pour rien. Alors que si jamais vous venez dans un grand chelem, vous venez 3-4 jours avant, vous êtes sorti dès le premier tour, ok c'est très bien, bah voilà vous êtes dégagé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La déception est immense, parce que vous êtes un sportif de haut niveau, parce que vous voulez tout gagner, etc. etc. Bien sûr. Et d'accord, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, car mon fils devait être déçu de sa performance. Mais le fait que ça te conditionne quand même. Et quand t'arrives là, bah t'as mis beaucoup d'espoir dedans, et bah je pense que la chute elle est encore plus rude. Et donc je pense que Gaël il a eu une chute doublement rude. C'est-à-dire que il n'y avait pas le public effectivement, il avait tout misé parce qu'il se sentait bien et là d'un coup bah ça ne marche pas. Et le fait d'avoir eu beaucoup de temps pour s'y préparer, je pense que ça a été encore plus rude. Donc faut pas tirer de conclusion tout de suite. On verra ce que ça va donner sur toute la saison. Et en tout cas il avait l'air de se sentir bien sur le terrain. Je pense que c'est ça qui est important. Voilà.
Alors, on va rentrer maintenant dans le détail. Alors, dans le détail, je vais pas revenir sur tous les joueurs parce que ça durerait 107 ans et puis bah, je pense pas que cette vidéo fera beaucoup de vues, mais en tout cas, il y a besoin que cette vidéo existe quelque part parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup parlé de l'Open d'Australie, donc faut qu'elle existe. Eh ben, je vais parler de mes joueurs préférés, des joueurs qui sont dignes d'intérêt. Alors, je vais pas parler du tennis féminin, je n'en ai pas regardé, donc je ne sais absolument pas ce qui se passe de ce côté-là. Peut-être que, voilà, peut-être, mais je ne sais pas du tout, donc je n'ai même pas regardé la finale féminine, j'ai rien regardé du tout, rien. Donc voilà, comme ça au moins, on va parler de mes petits favoris. On va commencer par le premier, qui est le plus simple, c'est Dominic Thiem. Vous le savez que j'aime énormément, je vous en ai souvent parlé. Je vais vous dire un truc, c'est faut pas tirer de conclusion trop rapide pour Dominic Thiem. Effectivement, c'est une grosse contre-performance, et j'ai été un peu déçu. Je vais pas vous mentir, il se fait sortir en 8ème, c'est ça? En 8ème de finale. Voilà, bon, il se fait sortir. C'est vrai que c'est un peu une contre-performance. Surtout que il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il se fait sortir. Il n'y a jamais aucun moment où je me suis dit qu'il va gagner. Donc, il se fait sortir. Le truc, c'est que c'est vrai que pour moi, ça a eu une double déception. C'est que je pensais qu'en ayant gagné un grand chelem, parce qu'ils sont pas beaucoup à l'avoir fait, hein, en dehors de Rafa, Novak et Federer, bah, les autres, ils ont récupéré que les miettes. Donc, il y a eu du Cilic, il y a eu du Wawrinka, il y a eu etc., du Del Potro. Mais il n'y a pas eu grand-chose, quoi. Ce qui veut dire que si vous êtes un joueur qui a eu bah, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont pu mettre leur nom. C'est-à-dire qu'ils ont eu que les restes. Et Dominic Thiem, bah, il a fait partie de ces gens qui ont eu un tournoi du Grand Chelem. Et on pouvait se dire, peut-être que psychologiquement, ça va lui faire passer un cap. Moi, je pense quand même qu'il l'a franchi. J'en suis intimement persuadé. Et ça peut arriver, une contre-performance. Sinon, les mecs gagneraient tout s'il n'y avait jamais de contre-performance. Donc ça peut arriver. Donc ne tirez pas trop vite de conclusion, surtout que je pense qu'il sera certainement meilleur à Roland. Donc, attendons de voir. Mais pour moi, vraiment, je pense que l'année dernière, il a franchi un cap. Ça s'est pas vu là, mais je garde toute ma confiance en lui sans problème. Celui ou lequel je vais m'énerver, mais parce que je pourrais faire une analyse sur ce joueur et faire toutes les semaines la même, on va dire toujours pareil, putain de m'énerve. Mais vraiment, il m'énerve. C'est Alexander Zverev. Alors, c'est un joueur exceptionnel, qui, certainement par son niveau de jeu, pourrait être un numéro 1 mondial sans aucun problème. Mais alors, il a des trous d'air, mais c'est d'une violence, c'est des tornades à ce niveau-là, c'est plus de l'air, c'est, je sais pas, un typhon, ce que vous voulez. C'est incroyable. C'est incommensurable. Comment il peut passer d'un moment, et on va parler hein, bien sûr de ce match où il tient tête à Djokovic. Donc c'est un match qui va se jouer en 4-7. Et tu te dis, c'est pas mal. Il va le faire. Il prend le premier. Il prend le premier set. Alors, rien du tout. La suite, après, Djoko reprend la main. Et là, un rideau. Et il va jusqu'au quatrième, pardon. Et au quatrième, ça se reprend un peu. Mais il m'énerve. Il est pas capable d'être constant. Il est pas capable. Lorsque il y a un moment chaud, le moment où il doit être là, où il doit être à son niveau, il passe à côté. Tout le temps. Alors ça se voit à la finale contre Dominic Thiem, où là, il a tout pour gagner. Il doit gagner ce match. C'est Dominic Thiem qui gagne. Mais pourquoi? Parce que il va avoir un énorme trou d'air. Et bah là, contre Djoko, il a un énorme trou d'air. Et il m'énerve beaucoup parce que lui, je sais pas ce que ça va donner sa carrière. Mais je pense que si ça continue, là je fais mon Nostradamus des bacs à sable, mais honnêtement, je pense que je sais pas comment ça va se terminer pour lui, comment ça va avancer. Est-ce qu'il gagnera un grand chelem un jour? Lui, justement, contrairement à Dominic Thiem qui n'a pas franchi, qui n'a pas cassé ce plafond de verre, est-ce qu'il le fera un jour? Moi, j'en suis absolument pas du tout convaincu. Contrairement à Dominic Thiem qui garde ma confiance malgré une contre-performance, qui a fait un moins bon résultat que lui, hein, donc on pourrait se dire quelle est l'objectivité dans ma parole, mais pourtant, je n'apprécie absolument pas ce qu'il fait. Ça m'énerve. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça peut vraiment. Il y a des moments, il est absolument intraitable, incroyable. Je sais plus qui c'est qu'il affronte le match d'avant. Que j'avais adoré. C'était contre qui se retrouve Lajovic, où là il fait une bonne prestation, mais je sais plus, il y avait un autre match, je sais plus quand, mais là j'ai plus forcément le nom en tête, dans lequel il fait une prestation, voilà, il roule sur tout le monde, enfin tu te dis que ça va peut-être, et puis bah... Bon.
Donc moi j'essaye de plus du tout me dire que ça va être possible pour lui parce que comme ça ce sera une bonne surprise si ça arrive, mais je pense qu'il faudrait qu'il se trouve un entraîneur qui lui mette un coup de pied au derrière, mais un truc bien violent, et que il le maximise le cerveau là et qu'il se dise bon Dieu comment c'est possible, parce qu'il a le niveau pour être là, il peut pas se permettre, il peut pas possible quoi. Bref, bon vous avez compris, lui il m'énerve. Alors maintenant je vais parler de mon autre chouchou, avant de rentrer dans mon chouchou ultime, mais ça vous le connaissez si vous connaissez la chaîne, Tsitsipas. Alors lui, vous le savez peut-être, je l'aime énormément, mais vraiment énormément. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire, je le dis. Il me donne des sensations d'épicness, si on peut dire ça comme ça, où c'est fou. Mais vraiment c'est fou. Il a des moments, tu peux être presque en transe, tellement il peut passer par du très bon, du moins bon, mais il n'a pas ce problème d'inconstance de Zverev. C'est juste que des fois, l'autre joueur va être meilleur que lui, mais il va savoir faire son supplément, il va jamais rien lâcher, et des fois il va aller chercher des points au courage, tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi, et il va aller les chercher, et il va renverser un truc, et c'est incroyable. Et alors là, bon bah il fait le match du tournoi, très certainement le match qui restera dans les mémoires, face à Rafael Nadal. Alors malheureusement, j'ai dû, pour des raisons personnelles, j'ai pas pu regarder tout le match en entier. Je vous dis pas ma haine. Je me lève, je regarde le début du match. Il était face à mon dieu, Rafael Nadal quand même. Hein, voilà, c'est-à-dire que là, pour moi, c'est une affiche de rêve parce que j'aime les deux. C'est-à-dire que je pouvais pas être déçu de la victoire de l'un ou de l'autre parce que j'aime énormément les deux joueurs. Les deux, je les aime énormément, même si j'adore Rafa. Mais là, lui, c'est pour moi un joueur sur lequel que je suis et que j'aime et que j'ai envie de voir évoluer au plus haut niveau. Et quand il fait ces performances-là, bah moi, je l'aime énormément. Je vois arriver. Rafa prend le premier. Ok, Rafa prend le premier set. Très bien. Rafa prend le deuxième set. Il n'y a pas photo sur le terrain. Mais Tsitsipas, jamais, à aucun moment, ne lâche. Ce qui fait que ça donne des super échanges, malgré que pourtant, Rafa, il est en mode rouleau compresseur. À ce moment-là, on se dit, ça peut pas mal tourner. Je regarde le troisième. Il break. Ah non, mais là, ma tête, c'était comme ça. Quoi? Et puis, il a fallu que je me barre. Mais bon, ma confiance en Rafa est inébranlable. Il va réussir à breaker. Il va revenir. Au quatrième set, il va se ressaisir. Quatrième set, donc je pars en bagnole au début du quatrième. J'arrive à l'endroit où je dois arriver. Au quatrième, je sors mon téléphone, je regarde. Je vois le résultat, je dis putain de bordel. Quatrième set, remporté par Tsitsipas. On part sur un cinquième set. Alors, pour information, depuis, j'ai réussi, d'une manière plus ou moins, voilà, à récupérer les rushs des trucs, des grands moments, voilà, parce que j'ai pas pu revoir le match en entier, mais j'ai pu en revoir une partie. Et effectivement, mais il a haussé son niveau de jeu. Et là, c'était sublime. Il y a des échanges entre Nadal et Tsitsipas. Oh, des trucs, mais c'est sublime. C'est sublime, honnêtement, magnifique. J'ai adoré. Je pense que si je l'avais regardé en entier, si je n'avais pas dû partir pour des raisons personnelles, je pense que j'aurais été en transe. Je pense que j'aurais été en transe jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je me serais dit putain, c'est pas possible. Il va gagner. Et je me serais dit oui, c'est bon, ça va le faire et tout. Et puis bah, ça passe. Alors déception parce que Nadal, à ce moment-là en plus, faut le savoir, au tout début du tournoi, avait annoncé qu'il avait des gros problèmes de dos, qui étaient avérés, hein, il avait des gros problèmes de dos, et il a dit bah voilà, on va prendre le match après match, et on verra ce que ça donne. Et en fait, c'est justement au moment où ça commençait à aller mieux pour lui, il a dit bah voilà, je me sens, à force de jouer, à force de pratiquer, bah mon dos ça va mieux, et qu'il se fait sortir. Donc c'est vrai que c'était un peu une grosse surprise, parce que, surtout qu'il était tellement en mode rouleau compresseur qu'on s'est dit, bon ça y est, il est de retour. Et d'ailleurs, si vous avez écouté l'interview de Nadal en conférence de presse, il est ressorti un peu en se dit sans solution. C'est-à-dire que c'est le moment un peu où il fait bah je peux pas vous l'expliquer parce que c'est un peu inexplicable. Bon, bah on a hâte de savoir plus. Bon, de toute façon, on sait très bien que pour Rafa, l'objectif c'est Roland, c'est ça l'objectif. Il est clairement là, c'est d'aller chercher le 21e titre du Grand Chelem, le Grand Chelem qui le fera passer devant Roger Federer. Ce Roland Garros va être historique, parce que si jamais Rafa là, c'est incroyable. S'il l'a pas, ça veut dire que quelqu'un l'aura sorti avant
et que donc ça va être un autre joueur, et si c'est Novak, il aura 19 Novak. Et parce que spoiler, il a gagné. Hein. Il aura 19, il sera 1. Et si c'est un autre mec, ça veut dire que ça peut être la fin de l'ère Nadal, et que peut-être qu'il va s'arrêter à 20, et que ça fera 20-20. Et que c'est Novak qui va venir les dépasser tous les deux. Enfin bref, ça peut être historique, mais nous en reparlerons à ce moment-là. Bon bah Roger, voilà, il va se faire... Roger, excusez-moi. Rafa va se faire sortir, excusez-moi. Et là, autre très très beau match, donc ça fait 5-7, mais autre très beau match. Tsitsipas contre Medvedev. Alors, je suis pas le plus grand fan de Medvedev de base. C'est un élément de contexte très important. C'est pas mon joueur préféré, mais c'est pas un joueur en tout cas que j'idolâtre, que j'aime beaucoup, etc. Mais faut reconnaître qu'il est doué. Faut reconnaître, hein, il y a un moment, voilà, faut reconnaître, il est quand même très très doué. Il y a un petit côté Terminator qui peut être assez sympa à suivre, mais dans son style, c'est pas forcément toujours plaisant à regarder. Ces matchs sont pas toujours présents. Et bah le match avec Tsitsipas justement, c'est cet exemple-là de match dans lequel en fait Tsitsipas va pas pouvoir vraiment trouver de solution. Alors il va quand même réussir à le débriquer. C'était dans le 3e je crois. Improbable sur 100, improbable sur 100, c'était 100. Mais ça n'enlèvera rien au résultat, il le battra quand même, etc. en 3-7. Mais c'était ouf. Cette fin comme ça c'était ouf, mais voilà, c'est pas un joueur qui m'emporte, etc. Et alors, si vous savez, si vous avez vu le tableau, et bah Djoko, vu que Thiem était sorti, que Zverev était sorti, qui étaient les deux têtes de série, bah en gros il s'est retrouvé dans une partie de tableau où il était un peu tranquille, et donc il est arrivé en finale. Alors, on va parler de Djoko rapidement. Bon bah Djoko, vous le savez, c'est pas mon joueur préféré, même si je reconnais, attention, qu'il est incroyable et qu'il est fou et que faut dire bravo, hein, à un moment donné, il faut dire bravo. Bon, il a refait, il a fait son cinéma, hein, on le connaît, où d'un coup, voilà, il fait une blessure, et puis ça se passe mal, et puis il va finir par revenir, et en mode, hop, il revient, et puis il gagne tout. Et puis après, les autres matchs d'après, plus de soucis, physiques. Après, voilà, c'est quelque chose que j'aime pas, ce joueur. Il nous avait fait le même coup à Roland, et je me souviens, par exemple, des journalistes sur France Télévisions à ce moment-là, qui étaient pas du tout inquiets. Alors que bon, Novak montrait des signes terribles, à finir kiné, machin et tout. Et ils étaient pas inquiets, ils disaient, mais non, on a l'habitude, voilà, l'habitude. Il y a un moment, ça va arriver, comme ça et tout. Bon, c'est relou, est-ce que c'est sport, j'en sais rien, est-ce que c'est... Après, voilà, il faut pas être un rageux non plus, et pas tomber dans un extrême en disant que, voilà, il est avantagé ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que, on le sait, ça peut arriver avec Novak, et que je trouve que ça abîme sa légende, surtout que dans cette partie de tableau, honnêtement, il était plutôt tranquille, il aurait pas dû avoir en arriver là, et pourtant il a dû en arriver là, donc voilà, non, désolé, je suis pas forcément fan de son parcours sur ce tournoi, mais alors, en finale... Bon bah là, je trouve pas moi qu'il est extrêmement bien joué, je trouve. Et je vais vous le dire honnêtement, je me suis grave fait chier. Je me suis grave fait chier. 3-7, 7-5, 6-2, 6-2. Alors ce qui était sympa, c'était le tout début où t'as 3-0 pour Djoko, tu fais putain qu'est-ce qui se passe. Puis là, break, Medvedev revient 3-3, tu te dis ça y est, ça va se lancer. Et puis bah Djoko un peu con. Voilà, alors qu'on sent que ça va aller mieux de l'autre côté. Il prend le premier set, 7-5. Et après, il va rien laisser. Il va rien laisser. Enfin, je dirais plutôt, c'est Medvedev va rien se créer. On va en faire plus simple, il va rien se créer. Et donc c'est une victoire après très facile de Djoko, parce que là, il a pu dérouler, il a même pu tenter des trucs. Il tentait des trucs, Djoko, à la fin. Tentait des trucs, ça passait pas. Il avait tellement de marge, tellement d'avance. Il était tellement tranquille. Il se donnait même, t'avais même pas le sentiment... D'ailleurs, quand il gagne... Il n'y a pas ce sentiment de putain, j'ai tout donné, je me suis donné à 100%, ça y est, il m'a poussé dans mes retranchements, pas du tout. Hein. C'était une marche de santé, le mec il arrive, bonjour, qu'est-ce qui se passe, allez hop, allez on se serre la main et on ferait mieux de s'arrêter tout de suite quoi. Donc bon, si vous avez regardé que la finale, je peux comprendre que vous étiez déçus. Surtout, vous dites Medvedev c'est quand même pas ouf, alors qu'il a été vraiment très bon avant, mais là, je sais pas ce qui se passe. Et est-ce que c'est, comme je l'ai dit, le fait, voilà, le mec, il a pas gagné de Grand Chelem, donc il a pas franchi ce cap psychologique, il l'a pas franchi encore. Ça, c'est une vraie question. Mais hein, j'ai été affreusement déçu, parce que sur le papier, tu te dis les deux, le premier était en mode Terminator, le deuxième, il était un peu en difficulté, des petits soucis de santé, comme il disait, etc. Tu te dis peut-être qu'il est prenable. En plus, voilà, il était pas impérial, Djoko, depuis le début, mais rien à voir,
ça, je trouve, gâchait un peu le... Même si le public... Alors d'ailleurs, le public s'était vachement mis derrière Djoko. Donc voilà. 18 grands chelems pour Djokovic. Bravo, félicitations, congratulations. Donc il est à 2 de Rafa et Roger. Ça commence à faire, hein, on va pas se mentir là, ça sent pas bon, hein, j'ai dit dans une vidéo un jour sur le thème du GOAT, ça sent pas bon, hein. Voilà, certainement qu'il va faire mieux que Roger, mais qu'il va faire mieux que Rafa, et qu'il fera encore mieux, je veux dire, faut se rendre compte, il gagne 2 grands chelems par an en moyenne maintenant, donc voilà, hein, il faut pas faire maths pour se dire que dans 1 an et demi, 2 ans, on est mal barré. Enfin, on est mal barré, si vous êtes fan de lui, bien sûr, bah, vous devez vous dire, hein, on est en bonne voie. Voilà, c'est ce que je dirais comme ça. Par contre, s'il y a un truc qui me gêne toujours, c'est que quand Rafa est arrivé à 20, les choses qu'on a dit c'est « Ouais mais il gagne que sur terre battue ». Et puis là on a fait les comptes et bah, on a dit voilà il a gagné tant de fois Roland Garros et voilà. Et là quand on regarde, bah, si jamais on prend la surface dure par exemple pour Djoko, bah Djoko en surface dure c'est 11 tournois du Grand Chelem je crois, 10 ou 11. Ce qui devient, c'est quasiment le même score que Roland à 1 ou 2 grands chelems près. D'ailleurs, ce sont les 1 ou 2 grands chelems qui manquent pour rattraper Rafa. Donc, bah, la vérité, elle commence un peu à se voir. C'est-à-dire que, effectivement, la surface dure, si vous êtes très bon sur surface dure, vu qu'il y a 2 tournois sur dur, eh ben, vous êtes encore plus performant et vous avancez encore plus vite. Et Rafa, bah, il y avait que la terre battue, donc il a qu'un seul grand chelem. Imaginez s'il y avait 2 grands chelems sur terre battue, là, on pourrait quasiment doubler le chiffre. Et pareil pour le gazon. Si jamais Roger, il y avait eu 2 tournois du Grand Chelem sur gazon, on pourrait doubler le chiffre également. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'entend jamais sur Djoko, parce que pourquoi bah parce que voilà, c'est plus facile de dire que Rafa ne mérite pas, le fameux thème du mérite, et que Djoko lui par contre mérite. Je pense que là la question ne se pose même plus, parce que c'est comme ça, c'est organisé comme ça, il y a ce décalage, voilà, il y a cette inégalité on pourrait dire, avec plus de dur que des autres surfaces, c'est comme ça, c'est encore pire pour le gazon, c'est même encore pire, par rapport à la terre battue, parce qu'il y a quand même plus de Master 1000 et quand même plus de choses comme ça, donc on est à plaindre, mais un peu moins, mais quand même. Par exemple, le thème du Masters, j'ai déjà expliqué à quel point je trouvais que ça ridicule. Parce que ça se joue toujours sur la même surface, donc ça ne peut pas pour moi déterminer quelqu'un qui a été bon sur une saison complète. Ça n'a pas une valeur. Je suis désolé, ça peut pas avoir une valeur supplémentaire. Oui, c'est un gros Master 1000 si vous voulez, un gros Master 1000. Mais ça peut pas. Moi, je trouve que ça a moins de valeur qu'un grand chelem personnellement. Alors que pour certains, c'est le pinacle aussi, et que vu que Rafa n'en a pas gagné, bah ça a affaibli sa légende. Alors que Novak en a gagné, Roger en a gagné, etc. Moi, je trouve que c'est un tournoi. Voilà, il est biaisé de base. C'est-à-dire qu'il faudrait que ça tourne. Il faudrait que ça tourne parce que faire que ce soit toujours sur la même surface, je trouve que ça a complètement... Sinon, Rafa en aurait certainement 3 ou 4, il faut pas se mentir. Il y a eu des moments où il marchait tellement sur l'eau qu'il en aurait au moins 3 ou 4 sur terre battue sans aucun problème, et encore, hein, mais non, c'est pas ce qui est fait, donc voilà, pensez comme ça. Voilà, j'ai fait très long, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même, voilà, hein, c'était un plaisir de vous la faire, et j'ai quand même passé un bon moment devant ce tournoi, j'ai pas pu tout voir, hein, forcément, j'ai une vie, mais j'ai bien aimé ce que j'ai pu voir. Après voilà, il y a eu des déceptions, il y a eu des contre-performances, il y a eu des choses comme ça, mais dites-moi vous dans les commentaires si vous avez regardé le tournoi, ou si vous l'avez pas regardé, ou si je vous ai voilà, transmis ma passion, parce que c'est toujours le but sur cette chaîne, de vous transmettre ma passion. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, parce que je pense pas que ce sera une vidéo qui va cartonner sur YouTube, donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, voilà. Moi c'était un plaisir de vous parler tennis aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu, et de découvrir une de mes passions en plus, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao.